La deuxième chose, c'est que, bien qu'il soit parti, mais ses collègues lui transmettront, nous remercions beaucoup Dominique Gignac, le webmestre de Gretzky, pour son travail sur le site web, la mise en ligne du programme et de l'ensemble du site web, et puis la petite appli Conformi. Et enfin, on tient le retour qu'on a eu des 3 sessions spéciales d'hier toute la journée est très bon. Et donc on remercie très chaleureusement les organisateurs de ces 3 sessions spéciales, Philippe Siusiu, David Picard et Caroline Shaw et Laurent Condat pour la 3e. Voilà, merci beaucoup et on passe la parole au président de séance. Merci Patrice. Donc, je suis Thierry Doxwell, directeur du laboratoire de physique ici à l'École normale. Et j'ai le plaisir d'accueillir Florent Krashkala, qui est professeur à l'Université Pierre et Marie Curie à Paris et chercheur au laboratoire de physique statistique à l'École normale à Paris aussi. Merci. Il va nous parler aujourd'hui de physique statistique et d'application au traitement du signal. Ok, merci Thierry et merci aux organisateurs pour me donner l'occasion de présenter ces travaux. Donc je vais vous parler de physique statistique, de traitement du signal, et puis je vais essayer d'illustrer tout cela dans un exemple qui est, je l'espère, familier, et puis en tout cas qui est certainement populaire ces jours-ci et ces années-là, qui est l'exemple de l'acquisition comprimée. Alors, j'ai beaucoup de chance, parce que nous avons eu mercredi, une session extraordinaire par Cédric Villani qui vous a parlé d'entropie de physique statistique, donc vous êtes maintenant des experts. Je vais peut-être quand même dire quelques mots sur la physique statistique. Donc la physique statistique, qu'est-ce que c'est ? Or, c'est la partie de la physique qui va s'occuper de décrire le comportement d'un grand, donc Cédric nous a bien dit que des fois c'est tellement grand que c'est des nombres qui n'existent pas, d'un grand nombre d'objets en interaction. D'accord ? Donc par exemple, si on regarde une bête molécule d'eau, il y a des tas de choses à dire, qui ne sont pas inintéressantes déjà pour expliquer la formation de ce genre de choses. Mais quand vous commencez à en mettre un certain nombre ensemble, vous avez des tas de phénomènes intéressants, notamment vous avez quelque chose à cause d'interactions polaires, dipolaires, vous avez votre oxygène qui va commencer à former des interactions avec l'hydrogène. Alors là vous avez 4 molécules, vous commencez à se dire, bon, il va se passer des choses intéressantes. Mais ce qui est vraiment fondamental et qui est la base de la physique statistique, enfin la base, c'est vraiment ce qui la rend intéressante, c'est que quand vous avez plus que 4, mais 10, 1 million, 1 milliard de particules et même encore bien plus, vous avez des phénomènes émergents assez extraordinaires qui vont arriver. Et on les connaît tous, d'accord ? Vous savez comment se comporte l'eau, vous avez des phénomènes extraordinaires, vous avez la condensation des bulles, enfin des gouttes d'eau sur votre mur. Vous savez que l'eau peut former de la glace, de la neige, ce qui est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et puis aussi de la glace. Et à chaque fois, c'est la même molécule, les mêmes interactions. Ce qui se passe, c'est juste que quand vous en avez beaucoup, d'accord, vous avez un comportement collectif qui émerge et qui est relativement extraordinaire et diversifié. C'est quelque chose qui a été très bien résumé par un des pères fondateurs de la matière condensée moderne, qui est P.W. Anderson, qui a eu le prix Nobel en 1977. Et il a dit que « more is different », ce qui est assez magnifique. Alors, la physique statistique, simplement, elle va essayer de comprendre ce qui se passe quand vous avez un grand nombre d'objets en interaction. Évidemment, vous avez un nombre tellement grand qu'on va être obligé de ne pas pouvoir les décrire individuellement, et nous avons une description statistique. Alors, je voudrais un peu faire du formalisme, mais je ne voudrais pas en faire trop. Alors, je me suis dit, comment je vais faire ça avec une formule ? Et puis, je ne vais pas essayer d'utiliser la même que Cédric Villani, parce qu'il a le copyright. Alors, je suis allé chercher le cours de physique statistique de Richard Feynman, qui est aussi un de nos... en physique, c'est un de nos grands maîtres. Et Richard Feynman, il donne un cours de physique statistique où il explique tout le sujet en 2 paragraphes. En physique, c'est très bien. Donc ce qu'il dit, c'est que le principe clé de la physique, il appelle ça la statistical mechanics, la mécanique statistique, c'est le suivant. Si vous avez un système qui est à l'équilibre, d'accord, donc on dit que vous avez un système qui est dans un thermostat à une certaine température, et il peut être dans grand N états, et chacun de ces états a une certaine énergie. Eh bien, tout ce que vous avez à savoir, c'est que la probabilité de trouver le système dans un état, ça va être donné par exponentielle moins l'énergie divisé par la température, et une constante ici qu'on appelle la constante de Boltzmann. C'est tout ? Oui, c'est tout. Vous avez un z ici qu'on appelle la fonction de partition, qui est juste la normalisation. Et quand je dis que c'est tout, c'est pas moi qui le dis, c'est Feynman qui dit
qu'effectivement, cette formule, c'est le sommet de la physique statistique, ce qu'on appelle le Boltzmann Factor. C'est en allemand, pas en anglais. C'est le sommet de la physique statistique, et tout ce que les gens font depuis un siècle dessus, c'est essentiellement soit on utilise cette formule pour essayer d'en déduire les propriétés des matériaux, comprendre les transitions de phase, la transition liquide-solide, pourquoi vous avez de la supraconductivité, pourquoi vous avez des semi-conducteurs, pourquoi vous pouvez faire des ordinateurs, enfin des choses assez extraordinaires finalement. Ou bien, ce que vous essayez de faire, c'est de partir des équations de Newton et essayer de démontrer ces formules. Et c'est vrai que c'est rien d'autre que ça, physique statistique. D'accord ? Donc, ça c'est tout ce qu'il y a à savoir, et maintenant vous êtes des experts. Donc je vais pouvoir passer au traitement du signal, et on pourrait se demander s'il y a le moindre rapport. Évidemment, maintenant, nous savons qu'il y a un rapport, et puis c'est quelque chose qui a déjà été mentionné lors de notre congrès, encore une fois par Cédric Villani. Plus qu'un rapport, un des grands pionniers du traitement du signal, notamment de la théorie de la communication, c'est Claude Shannon, qui en 1948 écrit son papier A Mathematical Theory of Communication, dans lequel il introduit l'entropie de Shannon. Alors, il n'a pas copié les physiciens, c'est quelque chose qu'il a vraiment introduit, c'est, comme nous l'a dit Cédric, c'est von Neumann qui lui a dit « Écoute, tu sais, la formule existe déjà en physique, tu devrais aussi l'appeler entropie. » Mais c'est exactement la même formule, d'accord ? Dès que vous avez une probabilité, une distribution de probabilité, eh bien vous la sommez sur tous les événements. Ce serait un P de I d'ailleurs, ici ma formule n'est pas très rigoureuse. Et donc vous avez la même formule qu'utilisait Boltzmann et qu'utilisait également Gibbs, qu'il ne faut pas oublier dans cette histoire. Gibbs avait en fait, compris beaucoup de choses qui ont été introduites ensuite par Shannon. Donc c'est finalement la même formule, la même chose, et il y a quelque part, il y a forcément un rapport entre les sujets. Et d'ailleurs, si vous voulez savoir pourquoi on utilise cette formule en physique pour la probabilité d'un état, c'est simplement parce que c'est l'exponentielle, donc l'exponential family, c'est simplement la fonction qui va maximiser l'entropie dans le cadre de ce problème, donc à énergie fixée. Donc c'est vraiment une conséquence d'utilisation de ce genre de choses. Donc tout cela a été bien et avec brio décrit par Cédric Villani il y a 2 jours. Donc je vais essayer de vous donner un autre exemple que simplement celui de Shannon, donc, qui avait introduit cette formule. Donc, la première fois qu'il en parle dans ce papier, c'est quand il parle de ce qu'on appelle le source coding, d'accord, d'essayer de mettre une borne au taux de compression que l'on peut obtenir. Mais évidemment, on sait que dans ce papier, il y a un autre aspect fondamental qui est celui du channel coding, du codage à travers des canaux, qui fait intervenir aussi l'entropie relative, cette fois-ci. Et donc, je vais vous donner un autre exemple qui est assez vraiment intéressant, où on va avoir une interaction très forte entre la physique, le traitement du signal et en fait tout un tas d'autres sujets, qui est celui justement des codes. Donc parmi les codes les plus populaires, et j'ai vu qu'il y avait plusieurs sessions là-dessus lors de cette conférence, vous avez ce qu'on appelle les LDPC, Low Density Parity Check Code, donc les codes à basse densité avec des checks, des vérifications de parité, puis aussi les turbocodes. Donc les LDPC et ces 2 familles de codes ont été, découvertes dans les années 90. Ça a eu un impact extraordinaire dans ces années-là. Je crois que, notamment quand les turbocodes de Claude Bérou sont sortis, les gens n'y croyaient pas, tellement ça marchait bien. Et donc vous avez ces façons de faire des codes. Et surtout, ce qui était très intéressant, c'est la façon de décoder ensuite, qui était en général avec des algorithmes itératifs. Alors ce qui était intéressant, c'est que très rapidement, les gens se sont rendus compte que ces algorithmes itératifs qui étaient utilisés pour décoder dans le LDPC et aussi pour les turbocodes, donc il y a un papier magnifique de McKay qui dit « It's just an instance of belief propagation ». Alors belief propagation, c'était un algorithme qui a été introduit dans un contexte totalement différent par Judea Pearl en intelligence artificielle pour faire de l'inférence sur des réseaux bayésiens. Donc déjà on voit qu'on a des choses qui se passent à l'interface entre, d'un côté, la théorie de l'information, le traitement du signal, et puis ensuite nous avons l'intelligence artificielle. Puis les gens se sont mis à regarder un petit peu plus dans la littérature. On s'est rendu compte qu'en fait les LDPC et Belief Propagation, les 2, avaient été introduits par Gallagher en 1963, donc c'est assez extraordinaire. Gallagher lit le papier de Shannon, se dit c'est très bien cette théorie des codes. Shannon montre qu'il existe des codes intéressants, mais c'est pas constructif, c'est vraiment une construction intellectuelle. Donc ce sont les random codes, d'ailleurs ils ne sont pas vraiment pratiques.
Et donc il construit l'un des meilleurs codes possibles, le DPC, et il construit exactement le meilleur algorithme pour les résoudre. Tout cela dans sa thèse. Ça a été complètement oublié parce qu'on n'avait aucun moyen de les utiliser à cette époque. Et c'est quand même assez extraordinaire ce qui a été fait par Gallagher. Et donc on voit que Gallagher il était au MIT, donc c'était un ingénieur. Donc on voit que c'est des choses qui sont découvertes un petit peu séparément. Alors c'est avec grande fierté que je peux vous annoncer que les physiciens étaient là avant. D'accord ? Moi j'y suis pour rien. Bethe, Peierls et Nonzager avaient écrit en fait les mêmes équations dans un contexte totalement différent. C'est vraiment la même chose que belief propagation. C'est tellement la même chose que belief propagation. Les gens appellent belief propagation BP, les gens qui font des codes. Et en physique, on les appelait aussi BP pour Bethe Peierls. Et ils avaient introduit un contexte totalement différent. C'était pour étudier les transitions de phase que vous observez. Notamment, par exemple, quand vous avez un matériau qui a des propriétés magnétiques, vous le chauffez, il perd ses propriétés magnétiques. Et donc, il regardait ce genre de choses. Donc, là, j'espère que je vous ai convaincu qu'il y a quand même des phénoménologies vraiment intéressantes. Et donc, un petit peu, cette idée, c'est ce que j'essaie de vous raconter, c'est qu'il y a des tas de choses qui se passent, finalement, à l'intersection de plusieurs domaines, qui ne sont pas disjoints, nous savons qu'ils ne sont pas disjoints, mais finalement, ils sont encore moins disjoints qu'on le pensait. Donc, bien sûr, le traitement du signal, l'apprentissage machine, les statistiques et les probabilités, tout ça ce sont des modèles probabilistes et statistiques, la physique statistique j'espère, et puis les codes de correction d'erreurs qui sont en soi aussi tout un sujet aujourd'hui. Alors à tel point que parfois mes étudiants, qui sont en général des physiciens, ont du mal à faire la différence entre tous ces sujets. Ils me disent oui, tout ça c'est des maths. Et je trouve que c'est un petit peu quand même compliqué, un peu plus compliqué que ça. Alors j'essaie de leur expliquer, ils ne comprennent toujours pas. Alors au bout d'un moment, je leur ai dit, ok, mais c'est très simple, hein, c'est très très simple. Signal processing, c'est les gens qui vont à ICASP. Ça, c'est les gens qui vont à NIPS. Et ça, c'est des gens qui, je ne sais pas où ils vont, mais ils publient des théorèmes encore plus que ces gens-là. Et eux, ils vont à ISIT. Le problème, c'est que mes étudiants, ils ne sont jamais allés à ces conférences, donc ça ne marchait pas. Donc j'ai essayé autre chose. Je leur ai dit, c'est très très simple. Ça, c'est les gens qui programment en MATLAB. Ça, c'est les gens qui programment en Python. Eux, ils programment en R. Eux, ils vous parlent toujours de mettre les choses sur des circuits. Et en général, les physiciens sont toujours au Fortran. Alors, juste pour savoir, qui programme en MATLAB dans cette salle ? Ah, quand même. Donc, peut-être que c'est la bonne définition de tous ces domaines. Alors, la question que je vais essayer de discuter, d'accord, qui va, j'espère, s'insérer bien dans ce cadre, c'est à quel point est-il difficile d'estimer quelque chose, de faire un problème inverse, si vous voulez, à partir de données. Alors, vous pouvez poser cette question complètement différemment selon le champ dans lequel vous êtes. Vous allez dire, à quel point on peut faire du débruitage, si le bruit est fort ou pas trop fort, à quel point on peut essayer de faire des corrections d'erreurs, faire de l'inférence, ou simplement à quel point on peut reconstruire un signal à partir d'un échantillonnage. Enfin, c'est une question vraiment très large. Et puis on a envie de se dire, c'est très simple. Si j'ai peu de dates de données, si j'ai beaucoup de données et que le bruit est faible, ça va être facile. Et puis si j'ai pas beaucoup de données ou que le bruit est fort, ça va être impossible. Et puis entre les deux, probablement, ça va être difficile. Et c'est probablement vrai. Hein. On sait par exemple, le théorème de Shannon-Nyquist nous dit que si on a assez échantillonné, il est possible, et même facile, avec de reconstruire complètement le signal. Et si nous sommes en dessous de la fréquence de Nyquist, on ne peut pas forcément faire des erreurs. Donc, c'est des choses que nous savons. Pareil d'ailleurs pour les codes de correction d'erreur. Hein. Ce que nous dit Shannon, c'est que si vous avez le bruit qui est en dessous d'un certain seuil, il existe des codes qui permettent de reconstruire parfaitement sans aucune erreur, en tout cas dans la limite asymptotique. Et d'ailleurs, dans les deux cas, ce sont des limites asymptotiques. Alors, ce que je vais essayer d'argumenter, c'est que la nature, d'accord, elle a un peu les mêmes problèmes quand elle essaye de faire des transitions de phase. Notamment, vous pouvez vous dire, j'ai une collection de molécules d'eau, l'état qui va minimiser l'énergie, alors c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais c'est à peu près vrai, ça va être quelque chose qui va ressembler à ça, d'accord ? Quand vous voulez minimiser l'énergie, vous allez essayer de faire un arrangement assez régulier et essayer d'obtenir un cristal, et ce qui va nous former de la glace. Alors, ce qui va jouer le rôle
disons, du bruit dans la physique statistique, ça va être la température. À basse température, vous allez former un cristal sans aucun problème. Vous faites ça dans votre frigo. À haute température, ça ne va pas marcher du tout et vous allez rester liquide. Et l'analogie est en fait assez forte. Vous avez même un moment, une phase un peu entre les deux, d'accord, qu'on appelle le liquide surfondu. C'est assez pas complètement facile à faire, ça peut se faire. Je vais essayer de vous faire une expérience de physique tout à l'heure, j'espère que ça ne va pas rater. Une façon de faire, donc ça c'est une photo que j'ai prise sur le web, c'était quelqu'un à Montréal, je crois, qui avait laissé sa bouteille dehors pendant la nuit, en hiver, donc ça a dû tomber à moins beaucoup, il faisait froid. Et alors vous voyez qu'à l'intérieur c'était resté de l'eau, même à moins beaucoup. Mais alors ce qui se passe, c'est que dès qu'il verse l'eau, vous avez tout de suite quelque chose vous avez spontanément, de façon extrêmement rapide, formation d'un état solide. Donc c'est une phase assez bizarre, intermédiaire, qui est entre les deux. Et j'ai envie de dire, c'est vraiment un moment où la nature, elle a un peu du mal à essayer de former le cristal comme elle le veut. Et on va y revenir. Et donc, tous ces phénomènes, les transitions de phase et les phénomènes critiques, sont des choses que les physiciens ont étudiées pour presque 2 siècles maintenant, et que l'on comprend bien. Et donc, je vais essayer de voir si on peut utiliser cette analogie pour faire des choses intéressantes. Alors, maintenant, il est temps de passer au problème que je veux discuter, qui est le problème destination linéaire parcimonieuse, d'accord, où simplement, on se demande comment identifier un vecteur parcimonieux, donc il n'y a que des zéros, et puis, par exemple, 3 éléments non nuls, à partir d'un certain nombre de projections linéaires. D'accord, donc ça a été discuté dans à peu près toutes les sessions que j'ai vues pendant cette conférence, des tas d'applications à ce genre de choses, et c'est extrêmement populaire aujourd'hui. Donc voilà, donc y égale ax, on a moins de projections qu'il n'en faudrait, mais on a la chance d'avoir un vecteur qui est essentiellement nul presque partout, donc peut-être qu'avec ça on va s'en sortir, et on sait qu'on sait le faire. D'accord, on peut faire ça de façon très très bonne. Et donc il y a eu cette théorie de l'acquisition comprimée qui est apparue dans les années 2000, où les gens se sont demandé quelles sont les limites théoriques de cette chose-là, et qu'est-ce que l'on pouvait faire. Et notamment, il y a eu cette idée, qu'est-ce qui se passe si j'utilise une matrice aléatoire ici, disons idée gaussienne, ou disons une matrice incohérente, d'accord, suffisamment incohérente. Donc il y a eu toute cette construction avec RIP et ainsi de suite, mais essayer de rester dans l'aléatoire, c'est plus simple. Et on s'est demandé à quel point on pouvait reconstruire le vecteur de cette façon-là. Et la meilleure façon qui est utilisée par tout le monde, c'est évidemment la pénalité L1, qui consiste à dire, on va essayer de résoudre, de trouver x, donc notre estimateur ici, ça va être celui qui va minimiser y moins ax, et puis on va mettre une pénalité L1, et on sait bien que si on fait ça, on va forcer x à avoir des composantes assez faibles, et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont vraiment avoir des composantes nulles. Et ce qui a été peut-être étonnant, c'est que les mathématiciens ont pu montrer, donc ça c'est tout le gang des gens en Californie qui ont pu montrer qu'on pouvait reconstruire exactement x de cette façon-là. Donc c'est quelque chose qui est encore une fois apparu dans plusieurs domaines. Donc cet estimateur qu'on appelle le lasso, je crois que c'est Rob Tibshirani qui l'a inventé donc au stade de la statistique. Ensuite il y a eu Donoho qui a discuté beaucoup ce genre de choses dans le denoising. Et puis toute cette histoire de compressed sensing est due à Emmanuel Cambès. Donc on sait bien maintenant que quand vous avez cet estimateur, vous arrivez, à partir de projections aléatoires, à reconstruire un signal parcimonieux. Alors, nous les physiciens, on aime bien réfléchir en termes de diagramme de phase, on aime bien tracer des paramètres et se dire là on peut pas, et ainsi de suite. Alors si on fait ça ici, par exemple, on peut se dire, mais qu'est-ce qui se passe dans un plan de cette façon-là, où ici je vais tracer disons quelque chose qui va mesurer à quel point ma matrice est carrée. Donc, m divisé par n, donc m c'était cette taille, n c'était celle-là, donc là j'ai une matrice carrée, et ici j'ai aucune mesure, donc le problème devient de plus en plus difficile quand je descends. Et puis ici nous allons mesurer la parcimonie. D'accord ? Ici vous avez un signal qui n'est absolument pas parcimonieux, vous n'avez aucune composante nulle, donc ici si vous voulez c'est la fraction de composantes nulles, ici elles sont toutes nulles, donc là c'est un peu facile de reconstruire. Et alors, ce qu'ont montré Donoho et Tanner en 2009, c'est qu'il existe une ligne ici. Si vous faites cette construction avec un bruit nul et que vous avez une matrice aléatoire, disons, pour une certaine classe de matrice aléatoire, vous avez cette transition ici, qu'on appelle aujourd'hui la transition de Donoho-Tanner. Et ici, dans cette région bleue, vous avez une région formidable dans laquelle, si vous utilisez votre estimateur lasso, eh bien, vous allez reconstruire exactement le signal. Vous avez des garanties, en tout cas
Ce sont des garanties qui vont être avec grande probabilité dans la limite des grands signaux. Vous savez que vous allez retrouver exactement votre signal. Si vous êtes en dessous de cette ligne, en fait, la reconstruction est impossible. En fait, ce qui se passe ici, c'est que vous avez moins de mesures que de composantes non nulles dans le signal. D'accord ? Donc ça, c'est pas possible. Là, vous avez une borne qui n'est pas une borne algorithmique, c'est une borne statistique, de théorie de l'information. C'est une borne à la Shannon, si vous voulez, c'est exactement une borne à la Shannon. Et alors ensuite, vous avez ici toute une région dans laquelle L1 ne marche pas. Le lasso ne marche pas du tout. Par contre, si vous pouviez minimiser la norme L0, vous trouveriez le bon signal. Malheureusement, minimiser L0 directement, c'est un problème qui est NP-hard, et c'est assez difficile. Alors bien sûr, il y a plusieurs façons de le faire, hard thresholding, et on sait bien qu'on peut aller à travers cette ligne avec pas mal d'algorithmes, mais si vous essayez d'analyser, d'avoir une preuve rigoureuse, d'accord, de pouvoir passer cette ligne, c'est très difficile. C'est un peu les avantages du lasso, c'est qu'on a pu avoir cette ligne extraordinaire ici qui est très très bien définie. Est-ce qu'on peut faire mieux ? Non. Comme ça, c'est fait. Si vous êtes très conservateur et que vous demandez de pouvoir faire mieux avec des assurances que dans le pire des cas et que vos zéros ne sont pas vraiment des zéros et qu'il y a un adversaire qui a fait des corrélations horribles avec une distribution horrible dans les valeurs non nulles de votre signal, vous ne pouvez pas faire mieux. C'est quelque chose qu'on peut démontrer, en fait. C'est dû à Donoho dans le contexte du noising. L'estimateur L1, il a des propriétés qu'on appelle minimax. Donc, on va essayer de ne pas essayer de prendre le cas le pire avec un adversaire qui nous... On va essayer de se mettre dans un cas plus favorable. Essayons de regarder un cas peut-être typique. On va se dire, essayons de prendre un vecteur qui est parcimonieux, et puis, les composantes non nulles, on va les prendre aléatoirement. Peut-être même pris d'une gaussienne, par exemple, c'est pas nécessaire, mais bon, comme ça, ça devrait se comporter assez bien. Et est-ce que dans ce cas-là, on peut arriver à faire mieux ? Est-ce qu'on peut arriver à étudier les choses, à peut-être même avoir un théorème qui nous dit ce qu'on peut faire ? Et essentiellement, ce que j'aimerais avoir, c'est pouvoir comprendre si ce pattern que l'on a ici entre facile, difficile, et impossible, est-ce que vraiment ici, on ne peut pas descendre un peu cette ligne ? Alors pour ce faire, une formulation mathématique très générale pour étudier ce problème, c'est de regarder les choses de façon probabiliste, et je suis un petit peu obligé de faire ça si je veux utiliser la physique statistique et ce genre de choses. Et donc, on peut regarder le problème de façon complètement généralisée, c'est ce qu'on appelle le Generalized Linear Model, pour ceux qui connaissent ce genre de choses. On peut se dire que les mesures, en fait, finalement, ça peut être non seulement A égale à A fois X, mais même une fonction qui va s'appliquer à chaque composante. Composante. Alors, c'est une façon de poser le problème qui est très générique, mais comment on peut les résoudre ? Une façon qui est possible de poser le problème, c'est l'approche bayésienne. Alors, je ne dis pas que vous êtes forcément bayésien dans le cadre du prior, mais en tout cas, c'est une façon d'écrire mathématiquement les choses. Si on fait cette chose-là, d'accord, on peut par exemple se dire, si ma vraisemblance va être donnée par une gaussienne de cette façon-là, et que, donc c'est ce que les gens en théorie des codes vont appeler additive wide Gaussian channel, un channel additif avec un bruit gaussien. Essentiellement, ça consiste juste à mettre un peu du bruit ici. Puis si vous prenez un prior de Laplace, d'accord, qui est simplement donné par exponentielle moins certains facteurs et puis la valeur absolue, vous mettez tout ensemble et votre postérieur, il ressemble à ça. Et puis, vous reconnaissez ici que si vous allez faire l'estimation maximum a posteriori, vous allez retrouver simplement la même chose que le lasso. D'accord ? C'est une entité mathématique. Il ne faut surtout pas penser que quand vous essayez de faire le lasso, vous avez vraiment croyez de façon bayésienne que vous avez un prior qui est Laplace. Ça serait complètement faux, mais en tout cas, c'est vrai. Donc, on peut poser les choses de cette façon-là mathématiquement. Mais l'avantage, c'est qu'on peut faire des choses complètement différentes quand on fait ça. On peut se dire, tiens, peut-être que je n'ai pas eu ces mesures, mais seulement leur valeur absolue. C'est le problème que l'on rencontre souvent, notamment dans le problème qui s'appelle le phase retrieval, où on doit retrouver la phase, parce qu'on a fait des mesures, on a seulement mesuré la phase de choses complexes, puis pouvoir garder les choses encore plus compliquées, par exemple le one-bit compressed sensing, et ainsi de suite. Alors, c'est là qu'on va pouvoir mettre la physique statistique à contribution. Si vous voulez estimer cette distribution postérieure, vous pouvez écrire les choses de cette façon-là, d'accord ? Vous remarquerez que la normalisation, je l'ai appelée Z, là vous me voyez venir, parce que c'est ce que je faisais tout à l'heure. Et puis tout ça, je vais le mettre dans mon exponentielle, ça ressemble à ça. Et là, vous reconnaissez la formule de Feynman.
D'accord? C'est exactement la formule. On a un système qui peut être dans n états. Et ce qu'on est en train de dire ici, c'est que voilà, la probabilité d'être dans un certain état, de façon bayésienne, c'est donné par l'exponentielle de l'énergie à un facteur moins près, et puis le KBT a disparu, mais bon, il n'y a pas de température ici, donc c'est pas un problème. Et puis ici, nous avons la même fonction de partition qu'en physique statistique. Donc une fois que vous avez écrit ça, pour quelqu'un qui fait de la physique statistique, il va aller chercher ces méthodes et va pouvoir les appliquer. Alors, elles ne vont pas être forcément meilleures que celles qui ont été appliquées ailleurs, mais elles peuvent être différentes. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir des discussions, on peut se rendre compte qu'on peut apprendre les uns des autres, et en fait, il y a eu beaucoup d'échanges comme ça, avec des physiciens qui ont piqué des algorithmes extraordinaires, notamment en traitement du signal, et inversement. Et alors, ce genre de problème, avec ce genre de fonctions énergétiques, en fait, il se trouve que les physiciens ont beaucoup regardé ça depuis les années 70, ce qu'on appelle les verres de spin, d'accord ? C'est quelque chose qui était très populaire, pour des raisons bizarres, parce que ça n'a jamais servi à rien. C'est assez impressionnant. La France est à l'avant-garde théorique de l'étude des verres de spin, et on est toujours en train de chercher qu'est-ce qu'on peut en faire. Mais en tout cas, d'un point de vue théorique, ce sont des très beaux objets, et finalement, c'était peut-être pas si bête de passer du temps, parce qu'on se rend compte qu'on peut faire d'autres choses, peut-être pas en physique. Donc on va pouvoir utiliser nos outils et essayer de les appliquer là. Alors, laissez-moi donc essayer de résumer un petit peu ce qu'il faut retenir, avant que, comme ça, s'il y en a qui doivent partir, vous auriez le take-home message. À quel point on peut être bon quand on fait ce genre de reconstruction probabiliste avec ces méthodes-là? On peut être bon. On peut. Alors, quel est le meilleur algorithme, je vais essayer d'éviter les anglicismes, mais c'est pas facile. Je vais essayer de vous vendre quelque chose qui s'appelle AMP, qui veut dire Approximate Message Passing, mais essentiellement, c'est le fameux Belief Propagation qui est utilisé dans les codes correcteurs d'erreur. Est-ce qu'on peut analyser les performances de façon rigoureuse? Parce qu'un algorithme qui marche, vous en avez un paquet, notamment Hard Thresholding marche très très bien. Et parfois, quand est-ce que ça marche bien? Ça marche très bien quand vous avez des matrices aléatoires, quand vous avez des matrices de type Fourier et Hadamard, essentiellement des matrices extrêmement incohérentes. Est-ce qu'on peut jouer avec les matrices et améliorer les performances? Oui, c'est une des choses que je voudrais vous raconter. Et est-ce que ça veut dire que vous devez tout oublier ce que vous faites et utiliser ça? Probablement pas, mais parfois, ça peut être utile. D'accord? Nous, on a attaqué ce problème d'un point de vue théorique, mais on s'est rendu compte qu'on avait des applications, ça pouvait être assez intéressant, et je vais essayer de vous en parler. Alors, comment ça marche? D'abord, c'est quelque chose que vous connaissez probablement, en tout cas pour une large partie d'entre vous, très bien. On va utiliser ce qu'on appelle l'approche variationnelle, ce qu'on dit souvent naive bias. J'entends beaucoup de gens parler de cette chose-là en traitement du signal et en inférence. Donc, c'est assez difficile d'échantillonner cette distribution. Si vous êtes complètement bayésien, vous voulez échantillonner ça. Si vous voulez être, disons, un bayésien empirique, vous allez peut-être prendre la distribution, disons, la configuration la plus probable, mais ça va pas faire beaucoup de différence. Mais c'est assez difficile de résoudre ce problème. Et une des approches les plus populaires, c'est l'approche variationnelle, qui consiste à se dire, ok, c'est trop dur de faire ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais écrire que le logarithme de cette fonction-là va s'écrire de façon variationnelle, en disant qu'il va falloir maximiser une certaine fonctionnelle sur une distribution de probabilité sur les variables x que j'essaye de reconstruire, quelque chose qu'on appelle l'énergie libre de Gibbs. D'accord? En fait, ce n'est pas l'énergie libre de Gibbs, il y a un signe moins, mais ça n'a aucune espèce d'importance, qui va s'écrire comme ça, c'est-à-dire que vous allez proposer une distribution qui va être une distribution en ansatz, si vous voulez parler de façon compliquée. Et ce que vous allez essayer de faire, c'est d'écrire que vous voulez calculer le log likelihood, le logarithme de vraisemblance moyenné sur cette distribution, plus l'entropie de cette distribution. Et vous avez un théorème qui vous dit que si vous trouvez le maximum, la distribution qui maximise, oula, il devient faible le laser, qui maximise cet objet, eh bien, ça va être celle-là. Donc c'est assez intéressant, on a remplacé un problème qui consiste à échantillonner par un problème qui consiste à minimiser une fonctionnelle, mais qui reste extrêmement difficile, et pour utiliser les mots de physicien, vous avez ici l'énergie, et ici bien sûr on reconnaît l'entropie. Alors c'est beaucoup trop difficile ce problème, et l'approche la plus populaire, je crois, c'est d'utiliser ce qu'on appelle l'approche champ moyen. J'entends beaucoup de gens qui utilisent ces mots-là, et c'est des mots qui ont été inventés par un physicien, en fait, je crois que
Je crois que même que ça doit être Pierre Weiss, qui était à Grenoble, qui a inventé cette terminologie. Donc l'approche champ moyen consiste à se dire, ok, c'est un petit peu trop difficile de regarder toutes les distributions de probabilité, je vais juste regarder une distribution factorisée. Je vais supposer que mon P de ma distribution jointe de mon vecteur X est en fait quelque chose de complètement séparable sur chaque composante. Alors si vous faites ça, c'est assez facile de travailler. Vous allez essayer de maximiser votre fonction, vous allez voir qu'en fait ce qui se passe, eh bien, c'est que pour maximiser votre fonctionnel de Gibbs, il faut prendre simplement une gaussienne fois votre prior. Une fois que vous avez ça, vous réinjectez et vous pouvez voir que votre fonctionnel de Gibbs a une formule assez simple. Ici, ce que vous avez, c'est donc y moins f fois la moyenne par composante. Là, c'est la variante par composante. Ici, vous avez le bruit gaussien. Et là, vous avez la divergence de Kullback-Leibler ou l'entropie relative entre Q, ce qui est ici, et P qui est le prior. C'est assez intéressant, en fait, si vous regardez là, ça veut dire que vous voulez minimiser quelque part ce coût, avec un prix qui vous dit, oui, mais vous ne voulez pas être trop loin en distance de Kullback-Leibler du prior, ce qui est assez intuitif. Alors, si vous essayez de regarder cette fonction, on va essayer de la minimiser à son tour. Vous pouvez, par exemple, itérer le point fixe, ça vous donne ces équations-là, qui sont extrêmement simples. Et si vous travaillez un peu, vous pouvez même montrer que c'est exactement, rigoureusement équivalent à iterative thresholding. Ouais. C'est-à-dire que si vous calculez à chaque pas la moyenne A avec une fonction soft thresholding, vous allez avoir exactement iterative soft thresholding, ce qui est, je crois, assez intéressant. Enfin, moi, je ne m'attendais pas à retrouver ça avec cette approche. Alors, vous pouvez demander, ok, si j'itère ces équations-là, est-ce que ça marche ? Je suis là depuis une demi-heure pour vous dire que ça a marché, c'est formidable. Et c'est absolument horrible. C'est très mauvais, c'est probablement le pire résultat que j'ai jamais vu dans toute ma vie. Elle n'est pas encore si longue, mais c'est très mauvais. Et là, ce que vous voyez, c'est le résultat en code couleur. Rappelez-vous que toute cette région ici, là, au-dessus, vous avez les méthodes L1 qui marchent. Et là, si vous regardez mon code couleur, j'ai des erreurs de reconstruction qui sont 0.1. C'est extrêmement mauvais. Donc c'est très décevant. Alors je suis assez injuste avec la méthode champ moyen. On va voir après qu'il y a une façon de la sauver, de la rendre très très bonne. Mais pour le moment, si j'essaye simplement de prendre cette fonction-là et de la mettre dans MATLAB et de dire minimize this, c'est ça qui me donne. Et donc c'est un peu décevant. Alors ce qu'on a essayé de faire, effectivement, c'est de ne pas utiliser simplement le champ moyen, d'utiliser quelque chose d'un petit peu plus compliqué. On va oublier cette approche naïve qui consiste à dire ok, tout est factorisé. Et on va essayer de tenir compte de corrélations. Alors, en tenant compte des corrélations, on obtient donc ce qu'on va... la propagation des croyances, l'algorithme Belief Propagation, qu'on peut comprendre de façon variationnelle de cette façon-là. D'accord ? Vous avez un ansatz un petit peu plus compliqué avec des fonctions jointes à deux corps. Je vais essayer de ne pas trop rentrer dans les détails. Si vous voulez lire un petit peu comment ça marche, vous avez le choix. Vous avez des bouquins plus de statistiques, des bouquins plus de physique, des bouquins qui sont plus orientés code, et vous avez un magnifique livre écrit, qui reporte les lectures notes d'une conférence que j'ai organisée, dans laquelle on parle de tout. Donc, je pense que c'est le meilleur de tous. Il va sortir dans un mois. Achetez-le. Alors, un petit peu d'histoire. Donc, je vous ai dit que c'est quelque chose qui est apparu d'abord en physique, ensuite de façon complètement indépendante dans les codes correcteurs d'erreur, et puis encore de façon complètement indépendante dans les modèles graphiques et tout ce que faisaient les gens en intelligence artificielle. Toute l'application qui a été faite de ce genre de méthode aux problèmes un peu linéaires, c'est quelque chose, disons, qui arrivait un peu plus tard, notamment au départ, une énorme contribution de physiciens japonais, Tanaka et Kabashima, qui ont étudié notamment un problème très important de communication qui s'appelle le CDMA. Et donc, c'est vraiment eux qui ont compris comment utiliser ce genre d'outils dans ce contexte. Et puis, en fait, quand ces histoires de reconstruction parcimonieuse sont devenues populaires, je crois que les premiers qui ont utilisé ça dans ce contexte étaient Baraniuk, Baron et Sarvotam. Mais les gens qui ont vraiment compris comment bien le faire, c'était Montanari, Donoho et Maleki. Alors là, je vous entends dire, Donoho, on le connaît, c'est quelqu'un d'entre nous. C'est vrai, mais la personne qui a vraiment ici compris AMP, c'était Andrea Montanari, qui était un physicien qui était dans mon laboratoire à Paris, et qui au bout d'un moment est devenu mathématicien et qui est parti à Stanford. Et donc il y a vraiment eu une interaction très forte entre les deux, et ils ont publié la première fois cet algorithme qu'ils ont appelé Approximate Message Passing,
et qui a été très intéressant. Nous, on est venu un petit peu plus tard, et j'espère qu'on a aussi contribué significativement à enrichir ce champ. Alors, comment ça marche? Vraiment, en quelques lignes, hein. La façon dont ça marche, ça utilise, disons, ce qu'on appelle les modèles graphiques. Vous imaginez que vous avez vos variables, d'accord? Vous avez des contraintes, ici, par exemple, cette contrainte vous dit que la somme de ces 3 variables doit vous donner quelque chose. Et ici, vous avez quelque chose qui symbolise l'information a priori. Et la façon dont marche Belief Propagation, c'est en propageant les croyances. En fait, vous avez des messages qui passent d'ici à ici. Vous dites, écoute, moi, je pense que je devrais avoir, avec telle probabilité, telle valeur. Il dit, ok, très bien, donc moi, je dis à lui qu'il doit avoir avec telle probabilité, telle valeur. Et vous itérez ces choses-là. Alors, le problème de faire ça, c'est que vous avez des messages qui sont très compliqués, parce que vous avez une distribution de probabilité par lien, ce qui est impossible à tenir compte quand vous avez enfin, ce serait énorme. Et donc, une des façons dont on s'en sort ici, en fait, ce qui fait qu'on a AMP, donc Approximate Message Passing, c'est qu'on va projeter, en fait, ces distributions sur des gaussiennes. On va simplement utiliser les variances et les moyennes. Et ensuite, on a une autre séquence d'approximation où on va oublier les messages et on va arriver avec un petit peu d'effort à fermer les équations juste sur les variances et les moyennes. Je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble pour vous montrer que, c'est l'algèbre linéaire. Hein. Il y a plusieurs implémentations sur le web. On est en train de travailler sur des implémentations en Python, en Julia, en MATLAB et en C. Donc on devrait avoir tout ce que vous voulez. Voilà, ça ressemble à de l'algèbre linéaire. Ça s'implémente très bien dans des solvers de type MATLAB. Et ça converge relativement bien. Alors, juste pour essayer de voir la différence, là vous avez les équations champ moyen, d'accord? Donc vous avez cette estimation de la variance et de la moyenne a priori, et ensuite, quand vous moyennez avec le prior, vous avez a posteriori qui est ici. C'est assez simple, et c'est ça que vous maximisez. Voilà AMP, et si vous regardez, c'est pas très différent. C'est tellement pas très différent que si vous essayez de regarder la fonction que vous maximisez, c'est celle-là, on appelle l'énergie libre de BT. Donc BT, c'est quelqu'un qui a encore été évoqué par Villani, hein, c'était un plus grand physicien du XXe siècle, qui a compris notamment pourquoi le soleil brille, ce qui est remarquable, et qui a... grand monsieur. C'est pas complètement évident de voir les différences, en fait il n'y en a qu'une. Ici, vous voyez que j'ai... y moins f fois ma moyenne, plus quelque chose qui est une sorte de variance. En fait, ici, elle est dans un log. On se dit, ça ne va pas changer grand-chose, cette chose-là. On va essayer, hein, on met ça dans MATLAB, on dit minimise-moi ces fonctions. Et, oui, on obtient ça en champ moyen, et on obtient ça avec BT, Belief Propagation. Donc ici, vous avez quelque chose qui est de l'ordre de 10-10. Et alors, cette ligne ici, c'était la ligne L1, et vous voyez que vous avez passé cette ligne sans problème. Donc il y a quelque chose qui se passe, et en regardant un peu ces équations, on peut essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi on a des problèmes avec le champ moyen. Le problème que vous aviez quand vous utilisez champ moyen, ici, c'est que quelque part, votre fonction, si on utilise directement le bruit qui est le vrai bruit, la vraie valeur du bruit, on a plein de minima locaux, et ça ne marche pas du tout. Donc l'astuce, en fait, qui avait été découverte, qui avait été utilisée bien avant par notamment Angélique et dans plusieurs papiers, Angélique Drémaud, qui va parler plus tard, aujourd'hui, c'est d'apprendre le bruit au fur et à mesure. D'accord ? Si vous faites ça de façon, avec par exemple, expectation maximization, ce genre de choses, il y a un algorithme qui est prouvably convergent et qui marche très très bien. Voilà, le mean field un peu corrigé donne ça. Finalement, c'est pas très très loin de AMP, donc c'est quand même un petit peu un bon algorithme. Vous voyez, dans la région très sparse, c'est très proche. Donc le champ moyen n'est pas non plus si mauvais. Mais quand même, vous avez quelque chose, je crois, d'assez fort. Et ce que je voudrais insister, c'est de dire que, vous voyez, c'est pas une fonction très compliquée. Et je pense que ça pourrait être aussi intéressant, quand j'entends tous ces experts ici qui savent minimiser avec ADMM des tas de fonctions, ça pourrait être aussi intéressant, non pas d'itérer mon point fixe en haut, mais simplement d'essayer de minimiser cette fonction de façon violente. Alors, est-ce qu'on peut comprendre rigoureusement ce qui se passe ? En fait, on a deux théorèmes très intéressants. Si AMP converge, nous avons un point stationnaire de l'énergie libre, que je vous ai écrite, donc ça c'est une façon très forte de comprendre les choses. Et puis on peut aller plus loin, on a des méthodes de physique qui ont pu être adaptées rigoureusement, et on peut montrer qu'on peut exactement, en tout cas dans un cadre matrice aléatoire ou des matrices aléatoires par bloc, on peut exactement comprendre ce qui se passe de façon asymptotique. Et on peut prédire l'erreur à chaque pas de temps. Notamment, par exemple, si je vous donne plusieurs cas, la ligne ici, ça va être
ce qui est donné par la formulation mathématique de l'erreur, une technique qui s'appelle state evolution, qui est aussi un truc qui a été à moitié piqué en théorie des codes et aux physiciens. Puis les ronds, ici, ce sont des résultats de l'algorithme. Donc vous voyez, c'est vraiment la même chose. Là, vous avez l'erreur quadratique moyenne en fonction du temps. Vous voyez que vous avez une convergence extrêmement rapide. Vous avez des convergences hallucinantes dans ce genre de choses. Avec des matrices aléatoires, vous avez des choses incroyables. Et ça marche incroyablement bien. Malheureusement, ce n'est pas toujours aussi bon dès que vous sortez de ce paradigme. Et L1 est là-haut, et il est beaucoup moins bon. Donc voilà le genre de diagramme de phase que l'on a. Là, par exemple, c'est là où s'arrêterait le lasso pour des variables réelles, pour des variables complexes. Ligne rouge ici, c'est là où vous vous arrêtez avec ce genre d'approche, donc c'est beaucoup plus bas. Et puis, donc réel, complexe. Et puis les points ici, c'est ce qui se passe quand vous essayez ça, non pas sur des matrices aléatoires, mais ces matrices de type Hadamard ou Fourier. Et vous voyez que ça donne sensiblement la même chose, donc c'est quand même quelque chose qui marche pas mal. D'accord ? L1 et AMP et BT sont là. Donc, là maintenant, nous avons cette chose dont je vous parlais au départ, cette phase facile, cette phase impossible et cette phase difficile. Sauf que cette fois-ci, nous croyons vraiment que cette phase difficile est vraiment très difficile, et il y a plusieurs conjectures qui ont été faites, et que l'on discute beaucoup avec nos amis en statistique, qui consistent à dire que peut-être qu'il n'existe pas d'algorithme qui va permettre en temps polynomial de rentrer dans cette phase. Il y a beaucoup de choses qu'on essaie de faire dans cette direction. Alors pourquoi est-ce que cette phase est difficile ? En fait, c'est tout simple. Ce qui se passe, c'est que si vous essayez de regarder à quoi ressemble votre énergie libre que vous essayez de maximiser, simplement, dans la case facile, elle ressemble à ça en fonction de l'erreur. Donc vous partez d'une erreur grande, vous essayez de monter, vous arrivez là-haut. Et simplement, ce qui se passe, c'est que quand vous diminuez le nombre de mesures, vous avez un maxima local qui apparaît, et vous êtes bloqué dans le maxima local. Donc il n'y a rien de magique. C'est absolument clair. La raison pour laquelle ça ne marche pas, elle est très claire. Le vrai maxima, il est là-haut, mais vous êtes, disons, ici vous y arrivez, mais dans la courbe bleue, vous allez être piégé ici, et il n'y a pas grand-chose à faire. Alors, juste pour dire quelques mots, on peut généraliser cette approche avec des choses beaucoup plus intéressantes, notamment, si la sparsité ne vous intéresse pas, vous pouvez utiliser des choses beaucoup plus compliquées. Par exemple, il y a ce magnifique article de Phil Schnitter où il utilise toute la corrélation dans l'arbre des ondelettes, et il a fait un algorithme de denoising qui marche très bien. Récemment, quelque chose qu'on a beaucoup poussé, sur lequel on est très excité, c'est d'utiliser un prior qui va être donné par une restricted Boltzmann machine. On essaie même de mettre toute une machine de deep learning derrière. Là, c'est le genre de reconstruction que vous avez, par exemple, avec, si vous essayez de lire, donc d'essayer de faire du compress sensing sur ce genre de choses. Vous voyez que quand vous baissez le nombre de mesures, ça devient très rapidement très mauvais. Et là, c'est la même chose avec le neural network prior. Vous voyez que vous pouvez baisser beaucoup et vous êtes presque parfait tout le temps. Ici, par exemple, on voit qu'on est parfait. On est très excité là-dessus et je suis sûr qu'on fera des choses très intéressantes avec ça. Alors, je voudrais brièvement mentionner deux approches pratiques, parce que c'est une construction théorique intéressante, on peut faire des choses en pratique. La première, et je vais être très bref là-dessus, parce que Angélique Drémaud va présenter quelque chose tout à l'heure, donc voilà, je vous ai dit l'heure et le lieu. Est-ce que l'on peut voir à travers un objet opaque ? Alors c'est assez extraordinaire ce qu'on peut faire. Si vous envoyez un laser à travers un objet opaque, par exemple une feuille de papier, où ce qu'on a fait c'est de mettre une couche de peinture sur une petite lame de microscope, ce qui se passe, d'accord, c'est que si vous avez de la lumière cohérente, vous allez avoir, ce qu'on voit un petit peu ici, la lumière en fait va se décomposer, vous allez avoir plein de trajets, et vu que ce sont des phénomènes quantiques, ils vont tous interférer entre eux. Et ce que vous allez voir à la fin, c'est le résultat d'une interférence entre un grand nombre de lumière, disons de chemins de la lumière. Donc vous voyez en fait une projection aléatoire, qui est vraiment aléatoire. Les gens se sont beaucoup amusés à faire ça en optique, à regarder un petit peu cette chose-là. Et en fait, c'est exactement un processus qui est presque linéaire, et on peut s'amuser à faire des choses plus compliquées, notamment avec ce qu'ils appellent un DMD, un binary, disons, un Digital Micro Array Device. C'est un petit jeu de micro-miroir qui tourne très très vite, 20 000 Hz, c'est ce qu'il y a dans le rétroprojecteur, qui vous permet en fait d'envoyer non seulement de la lumière cohérente, mais de décider le genre de pattern que vous envoyez. D'accord ? Et donc vous pouvez faire des tas de choses incroyables, et notamment, vous pouvez vous dire, est-ce que je vais pouvoir apprendre la matrice de transmission du milieu ? Et c'est vraiment un problème presque linéaire, à ceci près que la mécanique quantique étant ce qu'elle est, ce que vous mesurez, ce n'est pas le signal fois la matrice de transmission, mais sa valeur, disons, non pas sa valeur absolue, mais le module. Qu'à cela ne tienne, c'est des choses que l'on peut faire avec ce genre de technique, et notamment la technique champ moyen marche très bien, et on a pu apprendre à faire ce genre de choses. Je ne vais pas en parler,
pour dire qu'avec AMP, on est encore meilleur que le reste du monde là-haut. Mais juste pour vous dire qu'on est tellement bon, qu'on a réussi tellement bien à apprendre la matrice de transmission, que maintenant on a pu montrer des lasers de l'autre côté, et on a utilisé notre connaissance de la matrice de transmission pour utiliser ce milieu qui est une couche de peinture complètement aléatoire, comme lentille pour focusser la lumière dans des points très précis. Donc là, par exemple, le genre de choses que l'on a faites. Et puis maintenant, on essaye de voir si on peut utiliser ce genre de choses pour faire, disons, comme vraiment une lentille de caméra, pour faire vraiment du compress sensing, mais alors vraiment avec une vraie mesure aléatoire, comme vous avez été demandé par Candace finalement. Et on commence à y arriver, juste quelques images très préliminaires de ce qu'on arrive à faire avec des caractères de type NIST, voilà, caractères, notre construction. Et c'est assez incroyable, là, c'est quelque chose que l'on fait avec des objets, on a un laser qui passe à travers une couche de peinture. C'est vraiment pas ce que j'aurais pensé personnellement être la meilleure lentille pour faire des choses comprimées. Donc je laisserai Angélique parler de ce genre de choses. Une autre chose qui est très intéressante, que l'on a pas mal poussée, c'est la microscopie comprimée, où essentiellement on va avoir le même genre de choses avec un DMD, ici. Vous envoyez de la lumière sur un micro-array device. Et en fait, ce qu'on va faire cette fois-ci, c'est envoyer des modes de Hadamard qui vont à chaque fois faire un produit scalaire, parce que vous allez les envoyer à travers ce que vous essayez de voir, donc c'est de la microscopie confocale. Puis ensuite, vous allez envoyer toute la lumière en un seul point et utiliser un photomultiplicateur pour lire l'intensité. Et donc ça, finalement, c'est exactement la même chose que ce que les gens appellent le one pixel camera. Et alors, nos amis qui se sont mis à regarder ça s'y intéressent parce que quand vous faites de la microscopie confocale, vous devez regarder chaque point individuellement, c'est très très long. Et c'est un peu idiot parce que souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont juste mis une vingtaine de billes quelque part. Et donc, c'est un signal quand même très sparse. Donc, par exemple, ce genre de signaux, là, c'est quand même assez énervant de se dire qu'il faut aller chercher tous les points individuellement. Il y a 1 million, c'est un peu ridicule. Et avec ce genre de choses, effectivement, on peut, avec beaucoup moins de mesures, reconstruire. Alors, juste pour vous montrer un peu les différences que l'on a, là, c'est le vrai. Là, c'est la reconstruction avec AMP. Là, vous avez Fast Iterative Thresholding et ici Nesta. Donc ici, vous avez 10 fois moins de mesures que nécessaire. Enfin, que nécessaire, donc en confocal. Donc les 3 sont tous très bien. Là, on passe à un facteur 3%. On n'a jamais réussi à faire fonctionner Iterative Hard Thresholding. Nesta est toujours pas trop mal. Alors MP est parfait. Là, on a 1%. Et en dessous du pourcent, MP est toujours parfait. Et Nesta commence à déconner. Donc vous voyez qu'on arrive quand même des fois à faire des choses qui marchent bien. Alors c'est vraiment des cas très favorables, hein, où on a du Fourier, du Hadamard ou du random. Mais ce sont des cas qui existent. Alors revenons au diagramme de phase, et je voudrais maintenant venir au dernier point, qui est le suivant. Donc on a cette phase impossible ici, et cette phase difficile. Est-ce que l'on peut tricher? Moi j'aimerais bien passer à travers la phase difficile. Est-ce qu'on peut arriver à reconstruire entièrement jusqu'à la fin? Est-ce que l'on peut avoir une façon de faire le vrai compress sensing, d'accord, de ne pas se limiter à quelque chose qui est difficile, mais vraiment d'aller au maximum de Shannon? Alors, pourquoi on n'y arrivait pas? Donc, je vous l'ai dit, on n'y arrivait pas à cause de ce phénomène, d'être piégé dans un minima local. Mais je vous ai dit aussi que ça, c'est quelque chose que les physiciens connaissent. Et en fait, si vous vous rappelez ce que je vous ai raconté ici sur l'eau surfondue, c'est exactement ce qui se passe. D'accord? Vous avez une énergie libre pour l'eau, et elle est piégée, en fait, quand vous êtes ici, dans l'état liquide, qui a une sorte de maxima local. Alors, ça va être un minima local, parce que nous, on minimise, vous maximisez, bon, c'est comme ça. Et elle aimerait bien aller dans le maxima qui est meilleur, mais elle est piégée. Sauf que la nature semble avoir trouvé un moyen. Vous voyez que quand je le verse, il se passe quelque chose, et la nature y arrive bien. Alors je vais essayer de vous montrer ça en faisant une expérience. Donc je suis venu avec mon liquide surfondu à moi, c'est une solution d'acétate de sodium. Donc c'est quelque chose qui, à cette température, devrait être dans un état solide. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais ça, c'est un état liquide. D'accord? C'est quelque chose qui en dessous de 40-50 degrés devient solide. Alors, si vous regardez dedans, ici vous avez quelque chose qui a un petit bout en métal. Alors, j'espère que ça n'a pas raté, je vais essayer de tordre le bout en métal. Voilà, alors j'espère que vous voyez ce qui se passe. Il est apparu une face solide en bas, et tout d'un coup, maintenant, elle est en train d'envahir entièrement tout le système, en se propageant de façon... avec une vague qui va à une vitesse finie. D'accord? Ce genre de choses, ça s'achète, ça s'appelle une chaufferette, c'est une réaction exothermique. Donc ça chauffe les mains. Donc je voulais en donner une à nos organisateurs.
c'est exactement ça qui se passe ici. Vous avez eu une transition de premier ordre, ce qu'on appelle en physique comme ça. Vous avez aidé le système à découvrir la bonne phase quelque part, et tout d'un coup, eh bien, la bonne phase, la bonne solution s'est propagée entièrement. Alors c'est quelque chose qu'on peut essayer de copier. En fait, c'est une idée qui est apparue dans la théorie des codes par nos collègues à nous, qui connaissaient très bien la physique d'ailleurs, Rudiger Urbanquet à l'EPFL, et qu'on a donc du coup repiqué pour faire ça en compress sensing. Et la façon dont on fait ça, c'est en se disant, ok, on ne va pas prendre des matrices entièrement aléatoires, mais aléatoires par bloc. On va mettre des zéros partout, et puis on va prendre des blocs ici aléatoires. On va avoir une structure, quelque part, unidimensionnelle, une sorte de convolution en dimension finie. Et notre idée, c'est qu'en haut, vous avez une matrice qui va être carrée. De façon à ce que, quelque part, sur cette partie du signal, on a beaucoup d'informations. Puis on se dit, si on arrive à reconstruire là-haut, on devrait propager entièrement. Alors ça marche très bien, ça marche tellement bien, que finalement, on peut montrer que si vous pouvez décider vous-même de quelle matrice vous avez besoin, et que votre signal est vraiment parcimonieux, vous pouvez entièrement descendre à la ligne bleue et saturer la borne de Shannon, ce qui est assez remarquable. Et puis un petit peu après que l'on ait montré ça, nos amis à Stanford ont réussi à démontrer ça rigoureusement, ce qui est aussi assez remarquable, en utilisant aussi beaucoup de techniques de théorie des codes. Et donc, ça permet d'arriver jusque-là. Alors, on peut se dire, mais à quoi ça sert? Parce que c'est souvent difficile d'inventer une matrice soi-même. Alors, en fait, il y a des applications très simples. Je vais vous en montrer une, pour essayer de finir cet exposé, qui est ce qui se passe quand vous essayez de faire des codes correcteurs d'erreurs. Notamment, si vous essayez de faire de la communication à travers un channel gaussien. C'est ce qu'on utilise, par exemple. Alors, channel gaussien, ça a l'air complètement idiot, mais c'est pas mal pour le Wi-Fi et c'est très très bien pour Deep Space Communication. Alors, par exemple, les codes que l'on peut utiliser, et c'est celui qui marche très bien ici, c'est ce qu'on appelle les codes de superposition parcimonieux, dans lequel vous allez prendre un signal, d'accord, et vous allez faire en sorte que vous allez le diviser en plusieurs sections, et dans chaque section, vous allez avoir une seule valeur non nulle. Alors vous pouvez montrer que ce genre Alors ensuite, quand vous envoyez votre signal, vous le multipliez par une matrice aléatoire, vous envoyez ça dans votre channel, et vous décidez le décodage. C'est un problème très très proche de compress sensing, alors c'est un peu plus compliqué, c'est integer programming avec des corrélations, mais quand vous mettez ça dans les solvers probabilistes, c'est exactement la même chose. Et on s'est amusé à regarder ce problème avec ce genre de choses, et alors on s'est dit, tiens, on va aussi regarder ça avec nos matrices plutôt qu'une matrice aléatoire. On a eu plusieurs résultats intéressants. D'abord, ça marche très bien. Voilà par exemple, quand on avait un Lena bruité, on a envoyé Lena comme tout le monde. Voilà un petit peu ce qui se passe dans l'algorithme. Ici, vous avez chaque bloc de votre vecteur, on commence à décoder les premiers, puis vous avez l'erreur devient 0 dans le premier bloc, du coup elle devient 0 dans le deuxième, vous avez une vague qui se propage, et vous voyez en même temps, vous reconstruisez parfaitement le signal qui était bruité. Et c'est vraiment les mêmes équations de quand vous tapez ici, vous avez une cristallisation là-haut qui va se propager entièrement dans votre verre. Si vous voulez essayer, on a un code MATLAB sur GitHub. Et alors, ce qu'on a réussi à montrer, c'est que c'est un schéma très intéressant du point de vue des codes, il est très simple. On peut montrer qu'on peut saturer la borne de Shannon pour le channel gaussien. On a un décodage qui est extrêmement rapide, d'accord, une convergence qui est en temps fini, essentiellement. Après une trentaine de pas, on a convergé. Et ensuite, on peut aussi non seulement utiliser des matrices aléatoires, mais si au lieu de prendre des matrices aléatoires par bloc, on prend des blocs de Hadamard, on gagne en complexité. Et on a toute une physique qui est magnifique. Alors pour ceux qui sont intéressés, il y a une vidéo sur YouTube où je raconte ça au Simons Institute à Berkeley. Et vous voyez que je fais toujours le même coup à tout le monde. J'avais une petite chauffette ici. Je dois en racheter à chaque fois parce que j'en donne. Voilà, donc ce que je voulais vous raconter donc, sur cette chose-là. Donc vous avez cet algorithme qui est vraiment intéressant, je crois, et qui finalement est né à travers des discussions entre les physiciens, les gens dans les codes. Vous aviez des gens en statistique, et puis évidemment, bien sûr, des gens en traitement du signal, et qui est, je crois, assez intéressant. Il est très rapide. Il ne marche pas toujours, d'accord? Il faut bien réaliser qu'ici, les garanties que vous avez sont vraiment restreintes à des matrices qui sont particulières. Vous avez beaucoup d'incohérences. Si vous voulez essayer, nous avons donc un grand nombre d'applications. Il y a une importante activité théorique autour, parce qu'en fait, on s'en sert pour faire des choses très jolies, notamment la transition L1 Dono-Tanner. Si vous essayez de lire Dono-Tanner, c'est assez compliqué. Vous pouvez simplement essayer d'analyser l'algorithme ici avec un prior L1, et en quelques lignes, vous avez la transition Dono-Tanner. Donc c'est quand même bien joli. Vous avez des résultats, je crois, qui montrent que ça marche très bien pour les matrices aléatoires et orthogonales.
Pour des matrices structurées, on peut même avoir des choses optimales. Et puis souvent, on voit que ça marche bien en pratique et on s'amuse beaucoup avec ce genre de choses. Et j'espère vous avoir convaincu que c'est un exemple de travail interdisciplinaire. Et je vais finir ici. Donc je voudrais remercier mon équipe, notamment, et puis tous ces gens qui me donnent un petit peu des sous. Voilà le genre de problème que l'on regarde dans l'équipe Sphinx. Donc on est dans une équipe de physique, Statistical Physics of Inference in Complex Systems. J'adore les acronymes. Donc je voudrais remercier mes collaborateurs, donc notamment Marc Mézard et Lincas Debrova, donc qui ont été présents depuis le départ et qui ont fait toutes ces choses-là. Toute mon équipe de Sphinx, notamment ici les travaux sur les codes sont dus à Jean Barbier qui va partir à l'EPFL, et donc Angélique qui va parler un peu plus tard aujourd'hui, qui était en postdoc chez nous et puis qui est maintenant à l'Institut en Bretagne, qui va donc parler de ses applications en optique. Et puis, en fait, aussi tout le gang de l'ESPCI qui a monté ces applications. Donc, vous voyez que c'est quelque chose avec des gens un petit peu de différents horizons. Et je crois que c'est un petit peu quelque chose d'intéressant, qu'on arrive à faire des choses vraiment interdisciplinaires. En tout cas, si on essaye vraiment de parler les uns les autres. Et donc, sur cette note, je vais vous remercier de votre attention. Merci Florent. Donc, nous avons le temps pour quelques questions. Bonjour, merci pour votre exposé. Dans la problématique de départ, vous choisissez de représenter votre distribution par une factorisation par paire, enfin dans l'approximation de BT. C'est un choix qui permet effectivement de dérouler un belief propagation derrière. Est-ce que vous êtes intéressé à partir d'autres postulats, d'autres modélisations? Je pense à ça notamment par exemple sur des méthodes qui permettent d'approcher la fonction de partition, l'énergie libre dont vous avez parlé, avec les réplicas ou la renormalisation. Est-ce que c'est des choses que vous avez regardées qui permettraient peut-être soit d'avoir d'autres propriétés ou d'aller plus loin ou d'avoir de meilleures performances? La réponse courte, c'est oui. Alors il y a vraiment beaucoup de choses que l'on peut faire pour aller plus loin. Il y a toute une séquence d'approximations, par exemple, qu'on appelle les approximations de Kikuchi, le cluster expansion, où on commence à prendre les corrélations à 3 points, à 4 points, à 5 points, on peut avoir des choses extraordinaires. Ce qu'on a essayé de faire, c'est d'avoir, ici, l'idée, c'est quand même de rester un algorithme qui reste très simple en complexité algorithmique. Et souvent, on paye un petit peu les choses exactes en complexité algorithmique, mais c'est clairement quelque chose que l'on regarde, et notamment, si on regarde les matrices aléatoires et qu'elles sont relativement grandes, on n'a pas besoin de faire autre chose, parce que finalement, les corrélations ici sont les seules importantes. Quand vous voulez commencer à regarder des problèmes plus compliqués, par exemple, une chose qu'on essaie vraiment de faire, c'est regarder un peu la super resolution. Alors là, pour le coup, les matrices, elles sont très corrélées. Là, il faut commencer à aller chercher ces choses-là, et on essaye de faire des choses. C'est un petit peu plus difficile, et disons, oui, évidemment, on peut rendre les choses plus compliquées, autant compliquées que l'on veut. Je crois que le défi, c'est d'avoir quelque chose qui reste un algorithme simple, parce que finalement, à la fin, vous devez convaincre des gens qui vont utiliser L1, qui marche déjà extraordinairement bien. Donc, il faut essayer de trouver un équilibre, et donc c'est quelque chose qu'on essaye de faire. Et voilà, donc pour le moment, je crois que dans les problèmes très structurés, nous ne savons pas faire les choses de façon très efficace, mais on essaye. Mais je suis sûr qu'on va arriver à faire des choses très bien. Une autre question? Bon, moi j'ai une question de physicien. La température a disparu dans l'énergie de Gibbs. Quel serait l'équivalent que tu pourrais proposer? Tu peux dire que c'est 1. Oui, ça j'ai vu. Alors, tu as expliqué le rôle de la température. Alors c'est une très très bonne remarque. Si tu veux, quand tu fais l'énergie libre de Gibbs, ce que tu es en train de faire, et c'est une des raisons fondamentale de la différence entre, disons, une approche bayésienne où tu vas échantillonner et une approche plus fréquentiste ou, disons, empirical bayesian où tu veux maximiser. Quelque part, le bayésien, il est toujours à une température qui est 1.
Et si tu veux faire une estimation maximum a posteriori, tu vas remettre ta température, et puis là, tu vas l'envoyer à 0. Donc c'est quand même intéressant de la garder. Et si tu veux, ma température avait disparu, mais tu te rappelles qu'à un moment, j'étais en train de râler parce que mon algorithme ne marche pas, il faut apprendre le bruit. Et en fait, c'est exactement ça qui se passait, c'est que j'utilisais la bonne température, et ça ne marchait pas du tout. Alors si tu te mettais à apprendre le bruit, c'est quelque chose que pour le physicien, ça va être comme si tu fais un annealing, tu vois, un refroidissement. Là, tout d'un coup, ça marchait, et donc, quelque part, c'est presque bien de la garder et d'essayer de la manipuler. Il faut penser que la température et le bruit, finalement, c'est la même chose. Et des fois, tu ne le connais pas et il faut l'apprendre. Donc dans ce cas-là, il revient là, et tu vas pouvoir l'apprendre avec des méthodes tout à fait standards. Et les physiciens utilisent parfois le champ magnétique pour contourner le fait qu'on est bloqué dans un minima local ou un maxima local ici. Tout à fait, tout à fait. Donc il y a des tas de chemins qu'on pourrait imaginer. Moi, je crois vraiment très, très fortement que cette ligne que je prétends être une ligne de difficulté, si on n'utilise pas ces astuces pour changer la matrice, sont vraiment des endroits où il y a des transitions très très fortes. Et donc il y a une importante activité théorique maintenant dans un domaine encore différent, qui est donc Computer Science and Algorithmic Complexity, où on pense qu'il y a quelque chose qui se passe ici avec une transition entre quelque chose qui va être un typical case Pi qui devient un typical case NP complete. Et je crois que c'est intéressant, que ce sont des choses qui ressemblent à des transitions de phase, encore une fois. Bien, s'il n'y a pas de dernière question, on va remercier Florent et on va passer à la Merci beaucoup.